Impôts et justice sociale, le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Bienvenue sur Impôts et justice sociale, le podcast de Tax Justice Network qui vous parle en français de la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Je m'appelle Idriss Linge. À la une ce mois. Indice des paradis fiscaux pour les entreprises Corporate Tax Haven Index. Le lancement de la première édition s'est fait le 29 mai dernier par Tax Justice Network. Les enseignements sont énormes et l'Afrique est clairement la victime d'un vaste complot international, un vaste complot fiscal international. Les chercheurs Rachel Etafoya, Maimouna Diakité et Luca Narodski de Tax Justice Network reviendront avec nous sur cette activité pour nous expliquer comment apprécier cet outil dans le cadre d'un plaidoyer pour plus d'impôts payés par les multinationales, notamment en Afrique. Stop Bleeding Africa, le CRADEC, le partenaire au Cameroun du réseau Tax Justice Network Africa, a lancé le 21 juin dernier la campagne Arrêtez l'hémorragie financière au Cameroun. Nous aurons Jean Bala, le directeur exécutif de cette organisation, qui a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions sur cette campagne africaine. Mais aussi, nous aurons un invité de l'édition du podcast, Philibert Nguini. C'est un citoyen engagé, acteur de la société civile dans les régions frontalières de l'exploitation minière à l'est du Cameroun. Il nous dira si finalement toutes les promesses législatives qui sont faites autour de l'amélioration de la fiscalité minière et pétrolière profitent finalement aux populations locales et c'est sans oublier aussi une actualité internationale qui est plutôt florissante. Je rappelle que vous pouvez suivre ce podcast sur les dizaines de radios francophones partenaires en Afrique. Vous pouvez aussi nous reprendre sur la page de l'émission www.impotsocial.lipsin.com, Lipsin avec Y et SIN avec I entre le S et le N, ou encore sur notre page YouTube www.impotsocial.com. Vous pouvez encore suivre nos activités sur Twitter /impotsocial ou sur Facebook à la page Impôts et Justice Sociale. Enfin, pour ceux qui ont l'application Stitcher, vous retrouverez Impôts et Justice Sociale. Si vous souhaitez réagir à cette émission ou alors être partenaire, n'hésitez pas à nous contacter via notre email impôts-social@outlook.fr. Voilà pour le menu. À très bientôt pour la suite. On est fatigué, on est fatigué. On est fatigué, ne nous dites pas que l'Afrique souffre de démocratie. C'est des paroles qu'on ne cessera jamais de marteler. La pertinence des propos qui se retrouvent dans cette musique n'est plus à démontrer dans une Afrique qui souffre, qui est fatiguée, qui n'a plus d'argent pour rien. Le CRADEC, la branche camerounaise du réseau Tax Justice Network Africa, a procédé le 21 juin 2019 au lancement de la campagne Stop Bleeding au Cameroun, Stop Bleeding Africa pour la version camerounaise. Nous avons eu Jean Bala, un membre très actif de la société civile au Cameroun, qui est directeur exécutif du CRADEC. Et avec nous, on va discuter du lancement de cette campagne. Il a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions en marge de l'événement. Jean, bonjour. Bonjour Idriss. On est là toujours dans le cadre de cette campagne Stop Bleeding. C'est une campagne panafricaine qui consiste, pour nos auditeurs qui ne comprennent pas forcément l'anglais, à stopper l'hémorragie de ressources financières qui fuient l'Afrique parce que de grands groupes ne payent pas leurs impôts. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec cette bataille au niveau déjà de votre organisation, mais aussi du réseau Tax Justice Network Africa, dont vous faites partie et qui est très actif actuellement? Merci de nous donner cette opportunité d'intervenir dans la campagne Stop the Bleeding, qui est, comme vous l'avez expliqué,
arrêter l'hémorragie financière des économies africaines, qui était un combat de longue date, comme vous pouvez l'imaginer. C'est-à-dire que nous vivons ce paradoxe où l'Afrique est immensement riche en ressources naturelles, mais financièrement très pauvre. Et ça, comme vous l'avez dit, ceci est dû à une exploitation chaotique des ressources naturelles africaines où les multinationales exploitent de manière tout à fait profonde l'exploitation des ressources naturelles, mais payent très peu ce qu'elles devraient normalement payer. Ben voilà, pour très bien présenter ça à nos auditeurs, ce qu'il faut retenir, c'est que d'après les chiffres qui ont été produits par le panel de haut niveau conduit par le président Thabo Mbeki, l'ex-président sud-africain, l'Afrique qui reçoit l'équivalent de 130-140 milliards de dollars d'aide, même pas chaque année, voit aussi s'exporter des ressources pour l'équivalent de 280-290 milliards, ce qui fait d'elle la créancière nette en réalité du monde, alors que on se souvient d'ailleurs qu'un président avait qualifié le continent de continent à problème. Je ne vais pas revenir sur le terme qu'il avait utilisé. Qu'est-ce qui bloque dans ce combat aujourd'hui, qui est pourtant mené par tout le monde? On voit les administrations fiscales travailler avec l'OCDE. C'est vrai que les BEPS ont été fortement critiqués, mais on voit les administrations fiscales travailler. On voit les États changer leurs lois minières, pétrolières. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à inverser la tendance? Disons qu'il y a plusieurs facteurs qui bloquent le processus. Je pourrais dire qu'on peut commencer par le faible niveau des capacités de nos administrations à pouvoir, je veux dire, négocier d'égal à égal avec ces entreprises minières qui viennent exploiter les ressources naturelles ici. Et un autre facteur que l'on peut évoquer est celui de la présentation d'une certaine attractivité de nos économies et qui fait introduire dans les négociations certaines clauses qui sont favorables aux entreprises et que nous n'arrivons véritablement pas aussi à suivre dans le sens de les contrôler dans le temps et puis dans leur effet. Je peux évoquer ici le phénomène ou alors la pratique des exonérations fiscales ou même parfois administratives. Bon voilà, oui, c'est vrai, parce qu'on a vu Theresa May, la première ministre britannique, faire le tour de l'Afrique. Il est clair que 80 juniors minières opérant en Afrique sont cotés sur le London Stock Exchange, sans compter les rencontres de Xi Jinping, le président chinois. On voit de plus en plus des entreprises chinoises dans le secteur minier. Nous allons peut-être sortir avec cette question. Le CRADEC, on le sait, membre du réseau Tax Justice Network Africa, a produit d'ailleurs dans le cadre de ce statut-là un rapport sur la fiscalité pétro-minière au Cameroun, où il était clair que le montage des différents codes miniers, pétroliers et gaziers n'était pas toujours à l'avantage de plus grands revenus. Et là, actuellement, on a quand même cette loi pétrolière qui a été débattue pratiquement sans bruit dans notre pays. Alors, on a vu quelques éléments passer du type local content, mais on n'en est plus au local content. On en est aujourd'hui à analyser comment est-ce que la fiscalité pétrolière, et le gouvernement l'a admis qu'il a besoin d'une fiscalité plus solide. Comment expliquer qu'un élément aussi important en discussion au Parlement ne fasse l'objet d'aucun débat, ni dans la société civile, ni dans la presse finalement? Oui, c'est dommage que nous soyons à le constater à ce jour où le Cameroun est véritablement engagé dans l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, y compris donc le pétrole comme vous l'avez évoqué, que une loi comme celle-là soit passée au niveau du Parlement, c'est-à-dire au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, sans qu'il véritablement y ait eu un débat, j'allais dire ouvert, parce que lorsqu'on est engagé dans la transparence pour les industries extractives, que ce soit en amont ou en aval, davantage d'ailleurs en amont, les questions doivent être posées de manière à ce qu'il y ait des contributions, qu'il y ait des discussions constructives, allant dans le sens donc d'avoir un instrument, j'allais dire juridique, donc législatif, qui permet à ce que l'exécutif puisse véritablement opérer dans une atmosphère de manière à ce que on puisse véritablement atteindre l'optimum des
des ressources dont on a besoin pour les politiques nationales. Donc, nous le constatons, c'est vraiment regrettable. Bon, nous avons des bribes d'informations par-ci par-là, et comme vous l'avez évoqué, nous ne sommes plus véritablement au niveau du local content tout simplement, mais la question est véritablement de savoir quel est l'impact que les ressources naturelles, le pétrole, la mine, le gaz, et ainsi de suite, quel est l'impact que l'exploitation de ces ressources-là développe au niveau des populations à la base. En disant qu'il y a encore le décret d'application, peut-être qu'on pourra faire pression sur le gouvernement local afin que le décret d'application soit beaucoup plus porteur en termes de fiscalité. Merci Jean Bala, merci d'avoir répondu à nos questions. Nous attaquons tout de suite la deuxième rubrique de notre podcast et ce sera sur le Corporate Haven Tax Index qui a été publié, je vous le rappelle, le 29 mai 2019 dernier par l'ONG Tax Justice Network. Ça sera avec nos experts. On n'a pas les pépettes, on a beaucoup de retard, mais c'est qu'on va s'en sortir. Je connais beaucoup de pédards, ils rêvent tous de partir. En attendant que les experts se prononcent, rappelons que ces flux financiers illicites sont en grande partie rendus possibles parce que les prestataires de services leur permettent de le faire. Ce sont de véritables prestataires de services et paradis fiscaux. Comme je le disais, le 28 mai 2019 dernier, Tax Justice Network a lancé son premier indice de paradis fiscaux pour les entreprises et les résultats sont assez surprenants. Nous avons passé la parole à Rachel Ether-Foya. Elle est chercheuse pour le hub anglophone de Tax Justice Network en Afrique. Pas Tax Justice Network Africa, mais Tax Justice Network en Afrique. Et elle a accepté de commenter un tout petit peu cet indice et de nous donner son appréciation du travail qui a été fait. Tax Justice Network a publié l'indice de paradis fiscaux pour les entreprises. Ce dernier révèle à quel point le Royaume-Uni et une demi-douzaine d'autres pays de l'OCDE ont la majeure responsabilité dans la faillite du système fiscal international. Chaque année, à travers le monde, 500 milliards de dollars américains disparaissent dans les paradis fiscaux. Pour le continent, cela signifie que les entreprises multinationales extraient les ressources, vendent nos produits pour ensuite ne pas payer ou payer très peu d'impôts. Le Royaume-Uni et les Pays-Bas sont les plus agressifs en termes de mobilisation fiscale. Le Royaume-Uni, particulièrement avec plusieurs des juridictions qui lui sont rattachées, offre la majorité des paradis fiscaux pour les entreprises. Nous voyons aussi que la France et le Royaume-Uni sont les pays de l'OCDE les plus agressifs en termes d'avantages fiscaux dans les relations avec des pays à faible revenu, dont plusieurs sont en Afrique. C'est aussi intéressant de voir que la France a sécurisé les accords de déduction et d'exemption fiscales les plus importants avec des anciennes colonies comme le Burkina Faso, le Niger ou le Togo. Ces exemptions fiscales empêchent ces pays de faire des déductions fiscales sur certains paiements à l'étranger faites par les filiales des entreprises françaises dans ces pays. Merci Béatrice pour le doublage des voix, c'était pas très évident. Mais tu restes Béatrice parce que tu as posé des questions à Maïmouna Diakité. Maïmouna Diakité est une excellente chercheuse qui est basée à Dakar au Sénégal et qui fait un gros travail pour Tax Justice Network. Elle a, elle aussi, accepté de donner des explications à quelques-unes des questions que nous avons reçues de la part de ceux qui nous écoutent et qui ont voulu en savoir plus sur ce Corporate Haven Tax Index, cet indice qui, finalement, classe les juridictions en fonction de leur degré de facilitation au paiement du moins impôt par les entreprises. Maïmouna Diakité, bonjour. Le récent indice des paradis fiscaux pour les multinationales publié le 29 mai par le réseau Tax Justice Network met en avant la France et le Royaume-Uni comme étant les pays de l'OCDE les plus agressifs en matière d'obtention de fiscalité avantageuse en Afrique. Déjà, comment se matérialise cette agressivité dans la partie francophone et subsaharienne du continent? En effet, la France et le Royaume-Uni ont été identifiés par l'indice de paradis fiscal des sociétés comme étant les pays les plus agressifs parmi les pays de l'OCDE à l'endroit des pays à faible revenu et de la tranche inférieure des pays à revenu intermédiaire en termes de signature de conventions fiscales. On entend ici par agressivité la capacité d'un pays à négocier des taux réduits de retenue à la source sur les paiements de dividendes, d'intérêts et de redevances.
S'agissant de l'Afrique en particulier, les Émirats arabes unis et l'île Maurice ont été identifiés comme étant les pays les plus agressifs en termes de signature de conventions fiscales à l'endroit des pays africains. L'île Maurice, par exemple, avec un taux d'imposition minimal de 0%, expose beaucoup d'autres pays africains à l'évitement fiscal. La convention fiscale signée entre le Sénégal et l'île Maurice, qui vient d'être dénoncée par l'État sénégalais, est l'une des plus agressives avec un taux de retenue à la source sur les paiements de dividendes, d'intérêts et de redevances de 0%. Un exemple fort de cette situation est la bataille qu'avait menée le groupe énergétique français Areva pour maintenir ses avantages fiscaux au Niger dans le cadre des contrats d'exploitation d'uranium. Pourquoi au final, selon vous, les États africains ont du mal à s'opposer fermement à ces accords? En effet, la convention fiscale signée entre la France et le Niger garantit aux entreprises françaises un taux réduit de retenue à la source de 0% sur les paiements de redevances, ce qui représente une réduction de 100% sur le taux domestique de 16%. Bien que la fiscalité minière soit beaucoup plus complexe que ça, nous ne pouvons sous-estimer la perte de revenus potentiels liée à ces réductions de taux, voire non-imposition des revenus. L'indice sur lequel vous avez contribué en termes de recherche révèle que parfois ces avantages fiscaux sont obtenus avec des pays aux valeurs ajoutées comparativement insignifiantes. Est-ce que de ce point de vue, l'aide et la coopération au développement ne sont pas une réelle hypocrisie? En effet, la convention fiscale signée entre la France et le Niger garantit aux entreprises françaises un taux réduit de retenue à la source de 0% sur les paiements de redevances, ce qui représente une réduction de 100% sur le taux domestique de 16%. Bien que la fiscalité minière soit beaucoup plus complexe que ça, nous ne pouvons sous-estimer la perte de revenus potentiels liée à ces réductions de taux, voire non-imposition des revenus. Si vous pouviez conseiller les États sur ce sujet, que leur diriez-vous face à cette situation? Car il est clair que les dirigeants accordent des cadeaux fiscaux à des riches, mettent la pression sur leurs pauvres populations et sont obligés parfois d'emprunter et de s'endetter pour mener leur politique. L'évitement fiscal compromet durement la capacité des gouvernements à mobiliser des recettes fiscales conséquentes et ceci motive certains pays à recourir à l'aide publique au développement qui souvent provient des mêmes pays qui sont responsables de cet évitement fiscal. En outre, les études ont démontré que le montant de flux financiers illicites qui sort de l'Afrique est supérieur à celui de l'aide publique au développement reçue par les pays. Merci Béatrice, merci Maïmouna Diakité. On va sortir de là avec quelques recommandations lors du podcast du mois de mai, le 5e podcast. Lucas Narodski, chercheur au sein de l'ONG Tax Justice Network, lui aussi, et qui est d'ailleurs un des auteurs de cet indice, a estimé qu'il faudrait qu'on pousse très loin dans l'exigence de transparence pour réduire la loi de force que nous imposent les paradis fiscaux. Écoutons cet extrait que nous avons ramené pour vous afin de partager avec vous exactement ce qu'il a dit. Au Tax Justice Network, il est évident pour nous que le seul moyen de lutter effectivement contre les flux financiers illicites, c'est par une réglementation renforcée dans ces paradis fiscaux classiques, mais aussi au sein des pays de l'OCDE, où l'on trouve plusieurs paradis fiscaux. Il faut plus de transparence et contrôle des flux financiers. Que pensent les populations rurales de tout ça? Nous avons eu l'occasion de discuter avec Philibert Nguini, c'est un citoyen engagé au Cameroun qui travaille avec la société civile proche des communautés riveraines des sites miniers, qui participe constamment à des rencontres où on parle de fiscalité minière. Écoutons son point de vue sur tout ce qui se dit et les évolutions qui sont en cours. L'invité du jour. Le Cameroun a adopté de nouveaux textes de loi minière en matière de fiscalité minière, évidemment. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous percevez dans ces nouvelles législations des instruments qui pourraient permettre d'améliorer les conditions de vie des populations riveraines, des exploitations minières et plus simplement des communautés rurales? Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire que des évolutions sur le plan de la législation permettent aux paysans de pouvoir jouir pleinement
des retombées de l'extraction minière. Puisqu'on est encore dans une phase où c'est des cadres qu'on pose, c'est des textes qui sortent, mais l'application reste encore parcellaire, elle est superficielle. Donc le riverain reste encore dans l'ensemble de ses difficultés, même s'il y a des lueurs d'espoir. Au regard des textes et de ce qui est en train de se mettre en place, il y a de l'espoir, mais jusque-là, c'est pas encore palpable, c'est pas encore concret. Il faut encore du temps pour voir venir la chose de façon concrète. Mais s'il fallait que les choses évoluent, qu'est-ce qui, de ton point de vue, doit être pris en compte pour que le cadre de vie des populations soit amélioré, notamment du point de vue fiscal? Du point de vue fiscal, pour que la chose soit améliorée, l'amélioration vient du fait que le paysan puisse toucher du doigt une vie décente. Et cette décence ne peut venir que quand il y a un reversement de façon effective, tel qu'on le dit, des redevances. Que le paysan puisse les avoir, que ça puisse arriver au niveau de la commune et que la commune répercute ça au niveau des riverains. Et tant que cela n'est pas fait, la route reste encore longue à parcourir et les paysans restent encore dans leur soif. D'accord. Et comment les paysans se comportent quand ils apprennent que le gouvernement central donne des facilités fiscales à des entreprises qui viennent quand même détruire leur environnement et après repartent quand la mine est terminée? Comment est-ce que les paysans vivent ça? Les paysans vivent ça de façon difficile parce que c'est négocié en haut lieu, comme on a parlé tantôt de la politique du top-down. Donc le gouvernement et les investisseurs s'asseyent sur des tables où le riverain n'est pas présent. On devrait associer le riverain dans la négociation afin qu'il sache ce qu'il devrait en tirer. Puisque le riverain est mis de côté, ce qu'on arrête, les déductions qui sont faites pour pouvoir le satisfaire ne sont pas dans la pleine mesure des réalités de son vécu quotidien. Et si vous aviez un plaidoyer à faire pour qu'il y ait plus d'équité fiscale dans le secteur minier de votre pays, qu'est-ce que vous feriez comme plaidoyer? Mon plaidoyer pour qu'il y ait plus d'équité dans le domaine fiscal, c'est qu'il faut des plateformes. Ça devrait partir sur des plateformes où toutes les parties prenantes, et quand je compte dans les parties prenantes, les riverains, on devra voir les riverains dans ce qu'on appelle la communauté dans laquelle on vient faire les extractions. Elle devrait être sur la table pour qu'elle pose ses problèmes. Et partant de là, quand ces problèmes sont pris en compte et répercutés, que celui qui extrait sache c'est un levier inévitable. Il doit intégrer dans toutes ses approches ce riverain, parce qu'il trouve le riverain dans un milieu, il détruit ce milieu, il tire bénéfice de ce milieu et que le riverain ne gagne rien. Là, ça reste déplorable. Et il y a beaucoup de dégâts qui sont faits, puisque même sur le plan environnemental, il y a les trous que crée l'extraction qui ne sont pas recouverts parce qu'il y a un travail qui devrait être fait dans ce sens. Donc même après le départ de la mine, le riverain ne peut plus exploiter ces terres parce qu'elles ont été dégradées de façon conséquente et elles deviennent inutilisables. Est-ce que vous saviez, et comment vous prenez ça, que Tax Justice Network, aussi bien que d'autres organisations comme ActionAid, plaident justement pour une fiscalité qui tient davantage compte de l'endroit où les opérations sont effectuées, parce que c'est les endroits qui subissent le plus la pression de l'exploitation? Oui, ça c'est des initiatives louables. À mon sens, elles sont louables. Maintenant, il faudrait qu'elles affinent l'approche. Parce que le problème maintenant, c'est de pouvoir affiner l'approche afin qu'elle porte effectivement du fruit. Parce qu'on peut lancer un projet si par la suite on ne trouve pas les leviers indispensables, les leviers efficaces. Parce qu'il faut que l'action soit efficace. On recherche maintenant l'efficacité de l'ensemble de ces actions. C'est dans ce sens qu'il faudrait évoluer pour qu'on parte du discours à l'action, qu'on retrouve donc de façon effective le riverain sur la table de négociation au moment de l'engagement de la mise en place des contrats. Quand les contrats sont négociés, que le riverain soit déjà sur la table. Il ne devrait pas être au bout de
la ligne quand tout a déjà été négocié. Donc ça a été pensé dans des textes qu'on devrait reverser telle ou telle somme. Et ça, je crois que là, c'est un peu tiré par les cheveux. Il faudrait qu'on pense, pour que ce soit vraiment juste, il faudrait qu'on retrouve les riverains sur la table des négociations et qu'ils aient leurs préoccupations prises en compte dès le départ. Merci Philippe Benguigui, merci beaucoup pour ces précisions qui nous viennent des profondeurs du monde rural, proches des sites miniers qui sont souvent les plus lésés. Nous allons passer à la dernière étape de notre podcast. On parlera d'actualité internationale. L'actualité internationale. En actualité internationale, on a été saisi par cette décision du groupe de Lloyds Bank qui a annoncé avoir fermé 8000 comptes dans le paradis fiscal de Jersey dans le cadre de sa contribution à la lutte contre la criminalité transfrontalière. Mais on ne le dira jamais assez, c'est un petit pas qui n'est pas encore la panacée. De nombreuses autres banques devraient suivre, mais rien n'est sûr car des banques comme HSBC, comme d'autres grandes banques internationales, on se rappelle qu'ils se montraient volontaristes, ont souvent été condamnées pour des pratiques, disons, peu orthodoxes. La deuxième actualité, c'est l'île Maurice qui inquiète de centaines de fonds d'investissement qui y sont incorporés. Les autorités de l'île ont décidé de revoir la fiscalité applicable aux résidents et souhaitent désormais que le bénéfice imposable souple, qui était souple jusque-là, soit désormais applicable uniquement si le gros des opérations est effectué sur l'île Maurice. Ça crée un peu le désordre. Il ne faut pas oublier que l'île Maurice est citée dans le Corporate Haven Tax Index comme étant une des juridictions, un des pays qui est le plus agressif sur le continent africain en matière de fiscalité, des accords fiscaux extrêmement agressifs. Maurice, une fois encore, qui est sous les feux des projecteurs au Sénégal. Le Sénégal, semble vouloir arrêter avec les accords de double imposition qu'ils avaient signés avec l'île, selon la presse sénégalaise, et pour cause, en 17 ans d'existence, ces accords ont fait perdre au Sénégal l'équivalent de 150 milliards de francs CFA de recettes. Alors, le Sénégal a décidé de mettre un terme à tout cela. Le Sénégal toujours, qui a reçu l'Académie internationale sur la justice fiscale, organisée par le réseau Tax Justice Network Africa. C'était à Dakar du 24 au 28 juin dernier. Et enfin, nous revenons toujours en termes d'événements sur le Tax Justice Network qui, ce mois de juillet, a tenu sa conférence sur la criminalité fiscale et financière avec en focus le rôle des cabinets d'avocats, des cabinets d'audit et des banques. Sur ce dernier point, nous reviendrons d'ailleurs de manière plus détaillée lors du podcast du mois de juillet avec l'ensemble de nos experts. Voilà, c'est la fin de ce programme. On vous le répétera toujours. Vous pouvez l'écouter sur la page de l'émission www.imposocial avec 2 s au milieu .lybsin.com ou encore sur notre page YouTube www.imposetjusticesocial.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter /imposocial ou sur notre page Facebook Impôts et Justice Sociale. Enfin, pour ceux qui ont l'application Stitcher, vous allez chercher Impôts et Justice Sociale. Et enfin, si vous voulez interagir avec l'émission, vous pouvez nous écrire à notre page impôts-social.outlook.fr. C'est la fin de ce programme pour ce mois et à très bientôt le mois prochain avec un autre programme qui sera riche parce que nous discuterons avec des grands experts et académiciens de Tax Justice Network qui partageront avec vous une fois de plus toute l'expérience qu'ils ont pour améliorer la rentabilité fiscale en Afrique. Au revoir et à la prochaine.